Et si Hannibal Lecter avait fait du MMA? Et si au lieu de devenir tueur en série, il s'était forgé un code moral inébranlable pour devenir droit et incorruptible? Et si au lieu de devenir cannibale, il avait mis toute son intelligence dans l'art du combat? Eh bien mesdames et messieurs, la réponse on l'a, il serait devenu l'un des meilleurs combattants à main nue de l'histoire de l'humanité. Brillant, amoureux de musique, de beaux-arts et de littérature, il parle peu et choisit ses mots avec soin, d'un ton toujours froid et détaché. Comparé à Michael Jordan et Tiger Woods dans leurs disciplines respectives, il est l'une des personnalités les plus mystérieuses du monde des sports en général. Aussi calme dans une cage qu'il ne le serait au rayon dentifrice du supermarché, c'est l'histoire de la légende surnommée le dernier empereur, Fedor Emelianenko. On va pouvoir utiliser les images des combats de Fedor au Bellator, alors un immense merci à eux pour la permission. En plus le 6 mai il débarque à Paris et la carte est surchargée en légende du game et en pépites françaises, alors prenez vos places dès maintenant pour le show qui va être monstrueux. On aura le cauchemar Melvin Manœuvre qui vient tout fraîchement d'éclater 3 cambrioleurs chez lui, on aura la légende cubaine Yoel Romero, on aura la légende du MMA français Cheick Kongo qui à 46 ans va challenger pour un titre mondial. Bref, c'est la folie, tous les liens sont dans la description. Stary-Oskol est une petite ville minière isolée située à plus de 600 km de Moscou. En 1976, année de naissance de Fedor Vladimirovitch Emelianenko, il faut 12 heures de train à partir de la capitale pour y parvenir. Et ça d'ailleurs, ça n'a toujours pas changé en 40 ans. Né à Rubizn en Ukraine, mais à l'époque faisant partie de l'Union soviétique, la famille de Fedor déménage à Stary-Oskol alors qu'il a 2 ans. Et c'est là-bas qu'il passera une immense partie de sa vie et qu'il s'entraînera pendant toute sa carrière. Parce que oui, comme on va le voir, une partie de l'aura et du mystère qu'il a suscité venait du fait qu'il s'entraînait presque reclus au fin fond de la Russie, sans infrastructures modernes et sans équipement dernier cri comme auront pu l'avoir tous ses adversaires. Juste des vieilles salles de sport datant de l'ère soviétique, avec le matériel minimum, des haltères, des kettlebells, etc. Et pourtant c'est bien dans ces conditions qu'il deviendra le poids lourd le plus létal de la planète, en avance sur son temps et invaincu pendant une décennie au plus haut niveau. Depuis son plus jeune âge, le petit Fedor adore se battre. Que ce soit une conséquence de la dureté de son éducation, son frère Alexander dit avoir reçu des coups de ceinture quand il ne filait pas droit, ou que ce soit une conséquence des conditions de vie brutales, il n'avait souvent que de quoi faire d'énormes plats de pâtes ou des bouillons de reste pour la semaine, toujours est-il que la violence physique n'est pas un problème pour notre petit russe. Dans mon école, il y avait des bagarres pour rigoler et des bagarres plus sérieuses, confirme-t-il. Quand j'étais petit, peut-être effectivement que je me bagarrais plus que les autres enfants. Sa mère Olga surenchérit en disant « Il adorait ça. Il se battait partout, tout le temps et avec tout le monde. Au jardin d'enfants, à la maison, à l'école. Mais en même temps, il allait aux Beaux-Arts. » Oui, parce que comme on va le voir, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, tout au long de sa vie, il sera tout autant attiré par la violence du combat que par les arts les plus fins. Et alors en même temps qu'il s'éclate à main nue avec d'autres jeunes garçons du voisinage, grâce au cursus scolaire, il fait donc l'école des Beaux-Arts, il dessine, il apprend la sculpture avec l'argile, la danse et s'essaye même à l'accordéon. Bon alors par contre pour l'accordéon, quand on lui demande quel niveau de maîtrise il a atteint, il a une réponse qui est d'ores et déjà classique, un remix à la sauce russe du Moulin Brut et le Truand. Certains sont nés pour jouer de l'accordéon et d'autres pour les écouter. Moi, il vaut mieux que je m'assoie pour écouter. Petit, il veut devenir cosmonaute, mais ce rêve-là sera rapidement écrasé par la dure réalité de la vie dans une petite ville minière du fin fond de la Russie. Par contre, à 11 ans, il commence le sambo et le judo, et c'est à ce moment-là que l'idée de devenir un grand champion commence à éclore dans son esprit. Et 1 an plus tard, il commence les entraînements avec celui qui deviendra un de ses coachs de toujours, Vladimir Voronov. Et voici comment ce dernier décrit les premières années avec Fedor. Parfois, on a des nouveaux venus qui sont talentueux mais qui n'ont pas de caractère, qui sont faibles mentalement. Et on a au contraire des garçons qui sont faibles physiquement et frêles, mais qui ont le mental d'un combattant. Ceux-là atteignent souvent le haut niveau dans le sport, mais aussi dans leur vie privée professionnelle et dans l'éducation. Quand il est arrivé dans mon club, Fedor était petit, maigrichon et fragile, mais il avait du feu dans les yeux. Il avait le mental d'un combattant, il ne lâchait jamais rien et se battait toujours jusqu'à la fin. Et alors on commence à avoir une idée de ce qui a fait de Fedor la légende qu'il a été. Dans les sports en général, on a coutume de dire que si vous espérez devenir un monstre, il n'y a pas de hasard, il faut vous entraîner comme un monstre.
Et c'est exactement ce qui caractérisera le dernier empereur de ses premières années jusqu'à la fin de sa carrière, un mental et une discipline d'entraînement hors du commun. Et en parallèle de tout ça, malgré ses histoires de bagarre, il est un élève brillant. J'ai toujours été bon élève, dira-t-il, mais je n'avais pas de matière préférée, parce qu'honnêtement, j'excellais dans chacune d'entre elles. Mathématiques, littérature ou encore la chimie. Et ce qui est génial, c'est que quand il dit ça dans les interviews, c'est avec son calme et son impassibilité habituelle. Donc il n'y a pas de vantardise quand il dit ça, c'est juste factuel. Néanmoins, plus attiré par les travaux manuels et le concret plutôt que la théorie, il décide d'orienter ses études vers un diplôme d'électricien. Il tente un concours et il en ressort premier. En 1994, il a donc terminé son parcours académique, il s'engage immédiatement dans l'armée, au sein de laquelle il passera 2 ans. Pendant ces 2 années, il en profite pour se développer physiquement et techniquement dans les sports de combat d'une manière encore plus poussée qu'il n'avait pu le faire jusque-là. Et ses progrès sont exponentiels. Et entouré d'autres jeunes Russes dans un contexte militaire, il rencontre le meilleur et le pire de l'humanité. Il dira lui-même à propos de cette période « Je suis arrivé là-bas comme un garçon et j'en suis ressorti comme un homme ». Lorsqu'il quitte l'armée en 1997, il a pris un niveau extraordinaire en judo et en sambo. Il reçoit le titre de Master of Sambo ainsi que celui de Master of Judo, distinction attestant d'un niveau national dans les 2 disciplines, et il rejoint ainsi l'équipe de Russie et prend part rapidement aux compétitions majeures. Alors si tout semble se dérouler parfaitement pour le jeune sportif, tout n'est pas si rose que ça en a l'air. La corruption et les copinages dans les fédérations de judo et de sambo lui mettent très vite des bâtons dans les roues. Alors en plus de gagner des clopinettes malgré son niveau de compétence, parce qu'à ce moment-là être compétiteur en judo et en sambo ne rapportait rien, il est victime d'injustices pendant les tournois nationaux. Pour faire passer leurs favoris, certains juges, lorsqu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat, faisaient même parfois rejouer les combats de Fedor lorsque ce dernier battait un de leurs poulains. La première place étant la plus convoitée, au niveau national, il n'arrive donc qu'aux médailles de bronze en judo et en sambo jusqu'à l'année 2000, année où il décide finalement qu'il en a eu assez. Et en 2000, fatigué d'être pris pour une brouette et d'être payé au lance-pierre, il décide donc avec son frère Alexander de mettre son expertise à profit en passant au MMA. Et Fedor dira « J'ai réalisé que je pouvais gagner ma vie en faisant ce que j'ai toujours aimé faire et ce que j'ai toujours fait toute ma vie. J'ai réalisé qu'en empruntant ce chemin, je pourrais mettre ma famille à l'abri du besoin. » Il trouve alors une cassette vidéo de combat de MMA pour analyser les choses et voir ce qu'il allait devoir apprendre pour devenir un combattant d'élite. Il s'immerge alors complètement dans les disciplines majeures. Venant du combat de sambo, il doit apprendre les déplacements et les techniques de la boxe anglaise pour optimiser son efficacité debout. Il étudie aussi le kickboxing pour incorporer les défenses et les attaques en kick de la meilleure manière. Enfin bref, il se met à niveau avant d'entrer dans le bain. Ayant déjà un niveau monstrueux en projection et en soumission grâce au judo et au sambo, il va petit à petit devenir une machine de guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va même en fait prendre de l'avance sur le MMA de son temps. Son esprit d'analyse mêlé à des capacités d'apprentissage hors du commun vont lui permettre de lier les différentes disciplines du combat d'une manière qu'aucun poids lourd ne l'avait réussi jusqu'à présent. De mai 2000 à février 2002, il fait ses gammes dans l'organisation japonaise Rings. Il traversera la compétition comme une tronçonneuse dans du beurre, malgré les quelques noms déjà prestigieux qu'il affronte, comme Ricardo Arona, champion du monde de jiu-jitsu brésilien, et Renato Sobral, déjà vétéran du circuit ayant combattu des pointures. C'est dans cette première fournée qu'il connaîtra ce qui sera la seule et unique défaite de son palmarès sur les 10 prochaines années, et qui n'en est même pas vraiment une. Lors de son 5e combat contre Tsuyoshi Koshaka, un japonais rompu au MMA sur tous les meilleurs circuits mondiaux, le combat est arrêté au bout de 17 secondes à cause d'une coupure au-dessus de l'œil droit de Fedor. Et bien qu'il soit en parfait état de continuer, frais et opérationnel, la règle est simple et elle lui coûte le combat. Si vous êtes coupé, vous avez perdu. La seule défaite de la jeune carrière du Russe sera donc un non-combat qui aurait en réalité dû se terminer en no contest. Ce sera le seul rouge de son palmarès avant un très long moment. Et alors après son run aux Rings, où il deviendra champion, il est invité à combattre dans l'organisation numéro 1 de l'époque, dont le nom sonne comme une bouffée de nostalgie pour tous les fans de MMA de la première heure, le Pride. Alors dans la catégorie poids lourd, il n'y a pas photo. C'est là-bas qu'on trouve les meilleurs assassins de la planète. On y trouve les combattants les plus complets et les plus affûtés, mais aussi les combattants les plus monstrueux physiquement. Au Pride, à chaque événement, en fait, les combattants d'exception côtoient les matchs de foire, et il est monnaie courante que les organisateurs fassent même se mélanger les deux. Au cours de la carrière au Japon de Fedor, il rencontrera autant les meilleurs combattants de son temps que les morphologies les plus bizarres, juste parce que pourquoi pas.
Il affrontera donc des trolls de la trempe de Hongman Choi, Zuluzinho ou Semi Shield, autant qu'il affrontera les légendes au sommet de leur gloire comme Minotauro Nogueira et Mirko Cro Cop. En fait, dans les 14 combats qu'il fera dans l'organisation, il ne sera pas très regardant sur la personne qu'on lui mettait en face. Pour lui, le résultat serait le même de toute façon. Devenu champion du Pride après seulement 3 combats dans l'organisation, en battant le numéro 1 mondial de l'époque, Minotauro Nogueira, c'est vraiment là-bas qu'il atteindra son statut de légende du sport. Rapide, précis, technique, puissant, endurant, complet et létal dans tous les domaines, il ne craint personne et brutalise tout le monde. Nogueira terrifie toute la catégorie par son jiu-jitsu brésilien, Fedor le met au sol et le bombarde à partir de la garde. Cro Cop est un expert striker, il n'hésite pas à échanger avec lui debout en lui mettant la pression pour le garder en alerte et appliquer son game plan. Naoya Ogawa est un médaillé d'argent en judo aux Jeux Olympiques, il le mettra debout, le met au sol et lui cloue une clé de bras. Mentalement, il ne craint ni la pression ni la douleur, à tel point que certains observateurs lui donnent le surnom de cyborg. Et aux yeux de tous les observateurs et spécialistes à ce moment-là, il faut tout simplement se rendre à l'évidence, il est le premier combattant à se rapprocher autant de la perfection. Néanmoins, s'il approche la perfection sur le plan des compétences, ça ne l'empêchera pas d'avoir des combats beaucoup plus difficiles que d'autres. Et notamment un qui sera sacré choc de la décennie 2000, le combat contre le monstre croate Mirko Filipović. À ce moment de leur carrière, la rencontre entre les deux guerriers a tout d'un scénario de péplum. D'un côté, le Terminator russe, 22 victoires pour une défaite et ayant annihilé toute résistance. De l'autre, le commando croate, maître striker à la jambe gauche aussi efficace qu'un fusil à pompe et ayant dégainé son savoir-faire sur tout le roster. Tous deux à leur pic physique, tous deux dans leur prime et tous deux motivés pour enfin se rencontrer, tout était parfait et tout restera parfait. Le combat tiendra toutes ses promesses, il sera haletant, impressionnant et les deux auront leur moment. Cro Cop cassera même le nez de Fedor avec ses jabs, mais à la fin des fins, le game plan parfait de Fedor, basé sur la pression constante et les mises au sol, arriveront à dominer le valeureux Mirko. Après le combat, les deux hommes se serrent la main en signe de respect. Le monde venait de se voir offrir le plus délicieux des desserts et il en garderait le goût pendant très très longtemps. Et après son légendaire run au Pride, lorsque l'organisation sera dissolue, le Russe combattra dans différentes organisations. Après 2007, profitant de la chute de son rival japonais, c'est l'UFC qui prendra peu à peu la place de leader sur le marché. Et pourtant, aussi bizarre que ça puisse paraître quand on connaît son statut et sa renommée, Fedor ne signera jamais là-bas. Et pourtant, c'est pas faux d'en avoir eu envie. Fedor, fidèle à son habitude, veut affronter les meilleurs, et l'UFC, consciente du potentiel de superstar du Russe, veut absolument l'avoir dans ses rangs. Mais alors pourquoi ? Pourquoi n'y mettra-t-il jamais les pieds ? La réponse tient en 2 mots, conditions inacceptables. Pour Fedor et son équipe, les termes des différents contrats proposés par l'UFC étaient tout simplement inacceptables pour lui. Les contrats UFC sont connus pour être à sens unique. Quand vous signez chez eux, vous leur appartenez en quelque sorte, jusqu'à ce qu'ils décident de vous laisser partir. Et ça, pour la team Emelianenko, c'est hors de question. Et quand on lui demande de préciser, le dernier empereur ne mâche pas ses mots. Les contrats étaient juste draconiens et oppressifs. Je ne voulais pas signer de contrat qui ferait de moi un esclave. Ils devraient déjà commencer par respecter leurs combattants, le genre de respect que j'ai reçu au Japon. Et dans le collimateur de Fedor, une personne est visée en particulier, le président Dana White. Et là, le Russe passe encore un cran dans les mots choisis. L'argent est tout pour lui. Il n'a aucun respect pour les combattants, aucun respect pour les êtres humains. Juste l'argent et c'est tout. Il n'y a rien d'humain chez lui et je trouve ça révoltant. Bien sûr, l'argent est important pour vivre et pour sa famille, mais sacrifier les relations humaines pour de l'argent est inacceptable. Bon, vous l'aurez compris, on ne le verra jamais dans l'octogone. Et il continuera donc son petit bonhomme de chemin en parallèle, alors que l'UFC prend de plus en plus la place d'organisation de référence incontournable. Il affronte donc d'anciens champions UFC, qu'il éparpille en moins d'un round, et tous ceux sur quoi il peut mettre la main. Mais en juin 2010, c'est le choc. C'est le coup de tonnerre. Après 10 ans d'invincibilité, il se fait prendre au piège par l'ancien champion du monde de jiu-jitsu brésilien et de grappling, Fabricio Werdum. Un triangle forçant Fedor à taper, qui deviendra la soumission de l'année tant elle était lourde de signification. L'invincible était enfin vaincu. Le dernier empereur concédait sa première défaite
Et encore plus terrible, 2 nouvelles défaites suivront face à Antonio Silva et Dan Henderson, toutes deux par finish elles aussi. C'était la fin d'une époque, c'était la chute d'un titan. Et sur le reste de sa carrière, Fedor continuera de combattre dans d'autres organisations, entamant une période de son parcours où il affrontera majoritairement d'autres vétérans au même stade de leur carrière que lui. Mais pourtant, s'il y a bien une chose qui ne change pas, qui ne changera jamais, c'est qu'aucun de ces combats ne sera jamais ennuyeux. Et c'est ça aussi qui participait de la mystique autour de Fedor, c'est que quand il combattait, il allait se passer quelque chose. Ses déplacements, son style, sa précision et sa vitesse, additionnés à une expertise technique et une recherche constante de finition, en auront fait à jamais un favori des fans. Finissant sa carrière au Bellator, l'autre leader mondial en MMA, il continuera à participer à des combats ultra spectaculaires, faisant des doubles knockdowns contre Matt Mitrione, mettant des KO à Chael Sonnen, Frank Mir ou encore Rampage Jackson, et se permettant même, dans sa dernière apparition, de claquer un KO de l'espace au dur vétéran pourtant ultra solide, Timothy Johnson. Les légendes ne meurent jamais. Et pour la dernière partie de cette histoire, comment ne pas aborder ce qui a fait de lui un mythe dans le monde du MMA, son aura et sa personnalité. De l'extérieur, Fedor Emelianenko est l'homme le plus simple du monde. Pendant sa carrière, il résumait ainsi ses objectifs. Mes plans pour ma famille sont d'élever mes enfants, de leur donner une vie confortable, tout comme à mes parents. Mes plans pour le sport sont de combattre, d'atteindre le plus haut niveau et de rendre gloire à mon école, ma ville et la Russie en gagnant des tournois internationaux. Alors pour ce qu'il aime faire dans son temps libre, il dit « Juste être chez moi, c'est très bien. J'aime les choses simples, aller à l'église, passer du temps avec mes parents, ce sont toujours des moments exquis. J'aime aussi être dans la nature, passer du temps au sauna et m'entraîner. » Et quand on lui demandait pourquoi il continue de s'entraîner dans sa petite ville isolée, il répondait « Je pourrais m'entraîner n'importe où, mais je préfère m'entraîner chez moi, à Starioscol. C'est ici que j'ai mes parents, mes amis, mon club et mes entraîneurs. Pourquoi je changerais? J'aime pas les grandes villes, je ne m'y sens pas bien. J'aime les petites villes, j'aime Starioscol. » C'est propre, c'est simple, c'est carré. Et ayant grandi, étant devenu plus mature, il a aussi changé la trajectoire de ses objectifs d'enfant. Désormais, comme il le disait, « Me construire un palmarès n'est pas important pour moi. Je ne fais pas carrière pour devenir une légende du sport ou quoi que ce soit. La manière dont j'aimerais que les gens se souviennent de moi, c'est comme une bonne personne, quelqu'un de normal. » Et cette simplicité, contrastant avec le fait qu'il soit devenu le meilleur poids lourd de son temps en MMA, mettant des années d'avance à la concurrence et efficace comme personne avant lui, était également magnifié par son calme légendaire, olympien en toutes circonstances. Il était connu pour être tellement calme et impassible qu'un des mèmes de l'époque qui avait fait le tour du monde était les différentes humeurs de Fedor qui le représentaient dans différentes situations, et en fait c'était la même image à chaque fois copié-collé. Ne parlant pas beaucoup et jamais pour ne rien dire, les interlocuteurs étaient souvent laissés aux prises avec son regard d'un bleu clair pénétrant. Quand Ariel Helwani, le plus grand journaliste MMA de la planète, l'invite et lui demande pourquoi il n'aime pas les longues interviews, sa réponse est aussi simple que directe. Il lui répond avec un sourire « Pourquoi parler ?» Dans une autre interview, quand un reporter lui demande pourquoi il met autant de temps à répondre aux questions et pourquoi est-ce que ses réponses sont aussi courtes, il offre une nouvelle pépite de simplicité. Je ne crois pas qu'on devrait dire tout ce qui nous traverse la tête. On ne devrait pas prononcer des mots inutiles ou vides de sens. Et attention, ça ne l'empêche pas de sourire, de blaguer et d'être extrêmement plaisant. Et d'ailleurs, tout le monde adorait être en présence de Fedor où qu'il aille. C'est simplement qu'il était aussi authentique que laconique. Le journaliste Chuck Mindenhall décrit les semaines de combat avec Fedor comme étant une expérience unique et étrange. Dans les couloirs de l'hôtel où il réside la semaine du combat, il se balade toujours accompagné de ses prêtres et toujours calme et impassible. Et le journaliste confie que quand il arrivait dans l'hôtel entouré de ses prêtres en toge et qu'il passait devant toi, tu ressentais comme un besoin de t'incliner. C'était comme un besoin de se courber devant lui tellement sa présence avait une aura imposante. C'était bizarre. Quand il était aux États-Unis, son mode de vie et sa façon d'être contrastaient tellement sévèrement avec les modes de vie américains que ça te faisait immédiatement ressentir une révérence envers lui, presque une sensation de culpabilité. Et pour finir, on ne pouvait pas se quitter sans évoquer son froid et son calme sibérien pendant les combats. Que ce soit dans la marche vers la cage, pendant les face-à-face, pendant le combat ou après, Fedor gardait la même expression. Aucune. Son visage restait absolument de marbre,
impassible, à tel point que tout autour du monde, des légendes ont commencé à fleurir de façon incontrôlable. Un de ses adversaires, Brett Rogers, se souvient même de l'effet presque surnaturel que la présence de Fedor avait provoqué chez lui. Il dit « Je n'ai jamais été intimidé par qui que ce soit dans ma vie. Mais quand on est arrivé pour le face-à-face, je l'ai regardé droit dans les yeux pour lui faire comprendre à quel point il était foutu, mais il n'y avait rien. C'était comme plonger son regard dans une abysse. Ça m'a vraiment perturbé. » Et un psychologue du sport, Joe Bell, aura même une analyse du cyborg russe qui fera elle-même beaucoup jaser. Pour lui, le comportement de Fedor touche même à la psychopathie. Il dit « Le meilleur dans les face-à-face, les stare-down, c'est Fedor Emelianenko. Observez-le, il n'établit pas de contact visuel et son expression est extrêmement détendue. Mais voilà le détail crucial. Quand l'arbitre leur demande de retourner dans leur coin respectif avant de lancer le combat, Fedor lance souvent un bref regard directement à son adversaire, ou devrais-je dire à travers son adversaire. Ce genre de regard est associé à des désordres comportementaux antisociaux. Il ne vous regarde pas vous, il regarde à travers vous. C'est dénué d'émotion et ça va au-delà de l'enveloppe corporelle. Vous aurez des combattants qui intercepteront ce regard et réaliseront soudainement qu'ils n'ont plus envie d'être là. Wanderlei Silva a un stare-down qui vous fait vous dire « ça va faire mal ». Mais le stare-down de Fedor vous fait vous dire « Merde, je vais mourir ». Et la boucle est bouclée par rapport à notre introduction sur Hannibal Lecter. Vérité ou fantasme, en tout cas pour notre principal intéressé, tout est beaucoup plus simple. Il contrôle juste ses émotions pour être plus efficace. Juste avant le combat, il est déjà trop tard pour penser à quoi que ce soit, confie-t-il. Il est trop tard pour mettre en place des techniques, des tactiques ou des stratégies pour le combat. Quand je marche vers un combat, je ne pense à rien. J'essaie juste de me regrouper et de me concentrer. Je ne ressens aucune émotion, ni colère, ni empathie. J'arrive dans la cage avec l'esprit clair. Je suis calme parce que je sais que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Tout le monde est nerveux avant un combat. Certains peuvent se contrôler, mais d'autres se tendent au point où ils se mettent presque en situation de crise de nerfs. Mais en tout cas, qu'elle soit contrôlée ou non, cette aura aura impressionné plus d'un adversaire. Ça et sa discipline d'entraînement devenue tout aussi mythique que son mental. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée du régime d'entraînement qu'il s'imposait, voilà une de ses citations. « Quand j'étais en camp d'entraînement, je courais 20 km par jour à côté de mes entraînements, en plus d'y ajouter des heures de sparring et de combat. C'est comme ça que j'arrivais à garder la même vitesse tout au long de mes combats. Parfois, je m'entraînais tellement dur que ça devenait non seulement difficile de me lever, mais ça devenait même compliqué juste de m'allonger. Aujourd'hui, dans ce sport et dans d'autres, les gens substituent ce travail à la dure par des substances dopantes. Et son entraîneur, Alexander Mishkov, de surenchérir avec une anecdote maison. Une fois au Japon, il s'est cassé un des doigts de pied pendant le camp d'entraînement. Je lui ai prié d'annuler le combat et il m'a répondu « non » et ne m'en parle plus. J'étais choqué. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut combattre avec les doigts de pied cassés. Il a scotché ensemble 3 de ses doigts de pied et c'est comme ça qu'il s'est entraîné et qu'il a combattu. Une autre fois, il a combattu avec un poignet cassé. Il n'a jamais annulé un seul combat. Jamais. Voilà, c'était l'histoire du mythe, de la légende, du dernier empereur Fedor Emelianenko. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Mettez aussi en commentaire celui sur qui ou celle sur lequel vous voudriez qu'on fasse un conte du Père Rusty. En attendant, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.